de la population. Les nouveaux trains seront déployés. Ce projet prend forme car toutes les batteries sont en marche au ministère du portefeuille. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. C'est lui, le champion de la ZLECAf, Mahamadou Issoufou, l'ancien chef d'État du Niger, a reçu aujourd'hui les hommages de toute l'Afrique représentée à Accra pour son engagement à la matérialisation de la zone de libre-échange continentale. Un buste immortalisant l'ensemble de son œuvre a été dévoilé au siège du secrétariat de la ZLECAf au cours d'une cérémonie. 4 chefs d'État africains y ont pris part aux côtés du président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Patrick Michel Moukouy et Coco Molichon signé ce reportage. Regardez. Ils sont le premier à poster aux côtés du buste qu'ils ont inauguré quelques minutes plus tôt en l'honneur de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, champion de la ZLECAf. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ses pairs du Ghana, du Togo, du Niger et du Burkina Faso ont à travers ce geste rendu les hommages de toute l'Afrique à ce digne fils qui a pu disposer de son énergie pour la matérialisation d'une zone de libre-échange continentale. Le dévoilement de ce buste a été précédé d'une première partie consacrée au discours de différentes personnalités sur le vrai sens de ce couronnement. L'un après l'autre, le secrétaire exécutif de la ZLECAf et le président de la Banque africaine d'import-export, Afreximbank, partenaire de l'Union africaine, ont retracé les péripéties qui ont entouré la mise en place de ce marché commun intra-africain. Une réalisation qui, selon le président Nana Akufo-Addo, vient donner à l'Afrique un arsenal d'outils pour son développement. De la signature de l'accord en 2018 au lancement de la phase pilote, des progrès énormes ont été réalisés, a indiqué la vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, qui a précisé qu'il y a encore du travail à faire pour cimenter cette commercialisation. Accroître la part de l'Afrique dans l'importation mondiale totale, c'est l'une des assurances de la ZLECAf, considérée par le président de la conférence de chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine comme un accomplissement de la prophétie du docteur Kwame Nkrumah, qui argumentait dans un discours que l'Afrique devrait s'unir et mettre en place une monnaie africaine et une zone de libre-échange continentale. Ce qui semblait hier impossible se matérialise progressivement. L'Afrique se raffermit davantage, resserre ses liens et les États qui la composent entrevoient aujourd'hui plus que jamais leur salut par cette union qui les transcende. C'est ici, au Ghana, 2 années après le lancement, le 7 juillet 2019 à Niamey, de la phase opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf en sigle, que nous nous réunissons dans ce bel édifice pour célébrer ce énième symbole de notre unité et de notre volonté commune à faire de ce continent de plus d'1,3 milliard d'âmes un marché profitable à tous, moteur de notre développement commun. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, au nom de tous les fils et filles d'Afrique, salué le travail abattu par Mahamadou Issoufou. Cher président Issoufou, vous l'avez fait. 6 décennies après le docteur Kwame Nkrumah, vous êtes parvenu à conduire cette noble mission vous confiée par vos pairs que nous sommes de doter le continent d'un organe qui contribue à dynamiser les échanges, à créer de la richesse et des chaînes de valeur sur toute l'étendue de notre continent et enfin à créer de l'emploi. Le président d'exercice de l'Union africaine a également appelé les 15 pays encore à la traîne à ratifier l'accord de la ZLECAf afin de permettre un développement harmonieux de chaînes de valeur de pays africains. Honoré, Mahamadou Issoufou n'a eu que de mots justes pour remercier l'Afrique pour la marque de considération avant d'appeler à son tour à la finalisation de questions techniques pour pérenniser cet acquis. Le projet de la zone de libre-échange continentale africaine est à ce jour le seul instrument ratifié dans un court délai. Et en bref, l'Assemblée nationale vient de
Pour la 4e fois l'état de siège. Les députés nationaux viennent de l'adopter à l'unanimité au cours de la plénière du jour. Il est renvoyé au Sénat pour une seconde lecture avant sa promulgation par le chef de l'État. Les images dans nos prochaines éditions. Quelle est la situation humanitaire actuelle dans la partie est du pays et où en est-on avec les différents projets d'investissement en République démocratique du Congo? Deux sujets au cœur de cette séance de travail que le Premier ministre a eu tour à tour avec l'ambassadeur du Royaume-Uni et une délégation d'investisseurs sud-africains. Paty Tondouango et Marcel Moubenga nous en parlent. Les investisseurs de la société DNG Énergie Ltd à la conquête des opportunités qu'offre la République démocratique du Congo dans différents secteurs, notamment ceux des mines et de l'énergie. Désireux d'accompagner le gouvernement Sama dans les renforcements des capacités de projet Dinga et dans la construction du port des Bananas, le directeur général de cette entreprise sud-africaine a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Nous attendons une bonne facilitation, c'est ce que le Premier ministre nous a accordé, qui a disposé une bonne équipe afin de nous accompagner dans la réalisation de notre agenda pour voir la faisabilité afin de répondre aux problèmes d'énergie avec le mining. Et je crois que sous l'impulsion du chef du gouvernement, nous serons dans de bonnes mains afin de réaliser le programme pour le Congo. Après Kinshasa, cette délégation se rendra dans l'espace Katanga pour explorer d'autres opportunités d'investissement. La gestion de la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo après l'éruption du mont Nyiragongo, après une grande partie des échanges que le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a eu avec l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, Emily Matman. À noter que la mission diplomatique du Royaume-Uni a dépêché un envoyé spécial pour évaluer la situation humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, victime de la calamité naturelle et des atrocités des forces négatives. Situation qui préoccupe au plus haut point les chefs du gouvernement qui tient à la restauration de la paix et de la sécurité pour permettre à la population d'évacuer librement à ses activités quotidiennes. Le rapport du contrôle citoyen sur l'exécution du budget global et des dépenses publiques d'un des secteurs pro-pauvres allant de 2017 à 2019 a été présenté par l'Observatoire de la dépense publique. L'ODEP l'a révélé dans une conférence de presse. Ricky Nzuzeloy a été là pour le compte de la RTNC. Le plan stratégique de la réforme des finances publiques inscrit dans ces lignes l'analyse de l'exécution des lois des finances. C'est à cet exercice que s'est livré l'Observatoire de la dépense publique ODEP dans le but de retracer le point saillant du volume des recettes et des dépenses, surtout les dépenses des secteurs pro-pauvres pour la période allant de 2017 à 2019. Par rapport au secteur pro-pauvre, nous considérons que la même exclusion des secteurs pro-pauvres a accompagné tous les régimes. Depuis 2014, on avait déjà commencé à faire des analyses. On n'a pas voulu séparer les années de Kabila. Non. Parce que le comportement est le même. C'est-à-dire plus de moyens pour les institutions et moins de moyens pour les secteurs pro-pauvres et une exécution minable. Parce que même quand on donne 3% à l'agriculture, c'est à peine 0,8% d'exécution. Au cours de cette conférence de presse, Florimond Mouteba, président de l'ODEP, a relevé pour les recettes qu'un chiffre de 1326 exonérations fiscales fantaisistes selon l'inspection générale des finances, faisant échapper plus de 15 milliards de dollars américains au trésor public. Pour la même période, les dépenses ont souvent dépassé le seuil budgétaire, 42%, ce qui est une faute de gestion grave qui doit faire appel à des sanctions. Après plus de 10 ans de rupture de la coopération, la République démocratique du Congo vient de rentrer en programme avec le FMI. 1,5 milliard de dollars américains vient d'être mis à la disposition de la RDC à titre d'aide aux réformes. Oscar Malkaïch. Après d'âpres négociations et concessions avec Kinshasa, dans le but de soutenir les réformes économiques majeures engagées dans le secteur des finances, le FMI vient d'approuver les financements d'1,5 milliard de dollars américains en appui au programme de 3 ans avec les gouvernements de la République. Cet appui vise à soutenir les programmes de gouvernance mis en place par les autorités de Kinshasa. Motif de satisfaction du Premier ministre Sama Lukonde Kyenge dans un tweet qui s'est dit très heureux de ce qu'il qualifie de belles avancées
dans le cadre des réformes pour améliorer les conditions de vie de la population. Les retours de la RDC en programme avec le NI, plus de 10 ans après, ce à l'issue de quelques réglages dans la restructuration des instances de la Banque centrale du Congo à la demande du FMI pour garantir l'indépendance de la BCC. Dès son accession au pouvoir en 2019, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait sollicité la reprise de la coopération entre son pays, la République démocratique du Congo, et le Fonds monétaire international, ce qui est aujourd'hui une réalité et une victoire diplomatique à l'international. Ils sont satisfaits de la réaction prompte du gouvernement relative à leurs revendications. Les compagnies aériennes sont satisfaites. Sur 10 points, 8 ont trouvé satisfaction. Le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, leur a annoncé la nouvelle avec effet d'entraînement, la baisse du prix des billets d'avion dans le tout prochain jour. Regardez. La décision avait été prise. La réduction des prix des billets d'avion sur tous les itinéraires en République démocratique du Congo. Cette baisse varie entre 45 et 70% des prix actuels. Des préalables à cette réduction étaient soumis au ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, par les compagnies d'aviation. Congo Airways, CAA, Kin Avia, Service Air, Moitjet, tous membres de la FEC, les responsables de l'autorité de l'aviation civile et la RVA ont appris du ministre que leurs revendications ont été rencontrées à 80% par le gouvernement. Je voudrais remercier son Excellence d'avoir été notre porte-parole auprès du Conseil des ministres, d'avoir obtenu en notre faveur des avantages qui ne sont pas négligeables. Pour la structure des prix de surgelés, il y avait encore sur les bancs des accusés, selon les importateurs, les transporteurs routiers. Jean-Marie Kalumba Youma, ministre de l'économie nationale, les avait invités. En plus de difficultés qu'ils rencontrent, comme l'insécurité, la multiplicité des taxes, ces transporteurs ont révélé que nombre d'importateurs sont leurs propres transporteurs, ceux au mépris de la loi. Sokin, Ecotrans, Socitrans ne peuvent pas dire le contraire. La détermination du ministre de l'économie nationale a donc mis à nu tous les alibis. Le prix de ces produits devront donc impérativement baisser sans autre forme de procès. Il a rencontré les professionnels des médias réunis au sein de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouyaya, a reçu les desiderata de ses interlocuteurs à qui il a présenté sa vision, celle de valoriser le métier noble du journalisme. Jessica Bassini. Au cours de cette rencontre de haute facture entre le ministre de la Communication et médias, porte-parole du gouvernement, et la délégation de l'UNPC conduite par son président Gabi Kuba, il s'agit de réformes dans ces secteurs et les états généraux de la presse que toute la profession attendait impatiemment. Le ministre a été très attentif par rapport à toutes les propositions que nous lui avons présentées. Et il va se mettre au travail pour apporter des solutions aux problèmes de la corporation. En ce qui concerne le préparatif de ces états généraux, Gabi Kuba a rassuré que le ministre Patrick Mouyaya Katembwe constituera un comité préparatoire dans un avenir proche. Il tient absolument à l'organisation des états généraux de la presse et tout le monde attend impatiemment ces états généraux. Bien avant cette rencontre, le mercredi 14 juillet, dans son cabinet de travail de la Gombe, le ministre de la Communication et médias avait accordé une audience à un groupe de journalistes congolais regroupés au sein de la dynamique de Zongo, venu lui remettre le rapport de l'atelier de haut niveau tenu il y a quelques mois. Le ministre a fait de la question de l'organisation des États généraux son cheval de bataille, son chantier prioritaire, qui feront que demain nous puissions ouvrir une nouvelle ère pour la presse de notre pays. Une série d'audiences qui démontrent la détermination du ministre de la Communication et médias, porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya Katembwe, de moderniser ces secteurs. Les Quinois, du moins ceux qui aiment le transport ferroviaire, seront servis à leur satiété. De nouveaux trains seront bientôt déployés pour faciliter le transport en commun. Ce projet prend corps au ministère du Portefeuille. Angèle Mabilalonde nous en parle.
Transconnection Congo, une entreprise de droit congolais, voudrait rendre fluide le transport dans la capitale. La ville connaît une situation ferroviaire devenue vétuste et presque inexistante. Le lit du rail est envahi par des constructions anarchiques. Il faut des mesures drastiques pour ériger la deuxième voie ferrée. L'évolution démographique étant trop rapide avec l'exode rural, malheureusement, les infrastructures n'ont pas suivi. Il faut faire vite. Kinshasa a besoin d'un transport de masse. À Kinshasa, il y a des communes où il y a plus de 500 000 habitants. La demande sera toujours forte. Pour la ministre d'État en charge du portefeuille, ce projet est vraiment de l'aubaine. Je pense que mon ministère va vous accompagner et que le salut pour nous tous sera de la concrétisation. Le partenaire qui sera plus important pour l'accompagnement, c'est la SCTP, pour que ces projets puissent prendre corps. Et pour moi, en virtuel, je vois déjà comment la ville va changer même de visage. Donc, ça sera maintenant Kinshasa la belle. Je vous remercie et je vous encourage. Nous ferons route ensemble pour sa concrétisation. D'ici 5 ans, 100 000 personnes seront obligées de prendre une direction, soit à l'aller, soit au retour. Le train sera donc la solution fiable. Nouvellement nommés, les animateurs du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat du Congo, FOGEC, impriment leur marque et donnent les orientations à prendre pour bien assurer leur mission. Mirendeki. L'entrepreneuriat est un vecteur par excellence pour la création de richesses dans un pays, et cela grâce aux PME qui contribuent efficacement au développement économique dans la lutte contre le chômage. Conscient de cette réalité, le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a mis en place un fonds de l'entrepreneuriat au Congo, devant faciliter le financement de PME. Une façon d'assurer leur promotion et de faire face à la concurrence sur le marché africain. Aussitôt nommés, les animateurs du FOGEC, sous la conduite du PCA Évariste Katanga, en compagnie du DG Laurent Moutemba et du DGA Hélène Gakuro, ont eu une séance de travail avec leur ministre de tutelle, Maître Eustache Mouranzi Mumbembe, pour baliser le chemin devant leur permettre à bien mener la mission assignée à ces fonds. Il n'y avait pas du tout un fonds de garantie au niveau souverain qui puisse accompagner les entrepreneurs, qui étaient souvent laissés à leur propre compte et qui ne pouvaient pas être garantis. Pourtant, sous d'autres cieux, les entrepreneurs peuvent évoluer tout simplement parce qu'ils sont appuyés. Nous sommes très heureux de voir que nous avons avec nous un chemin qui est balisé. Le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat a réitéré à son tour son engagement à apporter son soutien dans la promotion de l'entrepreneuriat congolais, particulièrement les PME dépourvues de subventions pour garantir leur croissance économique durable. La République démocratique du Congo dispose désormais de son propre code postal et son timbre postal dénommé Patrice Lumumba. Son lancement a eu lieu aujourd'hui en présence du ministre de tutelle Kibasa Maniba. Nono Manteko, reportage. Le code postal de la République démocratique du Congo est désormais disponible depuis ce jeudi 15 juillet 2021. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Augustin Kibasa Maliba, a reçu du directeur général de la Société congolaise des Postes et Télécommunications, Didier Monsete, un exemplaire du premier code postal de la RDC. Faisant d'une pierre deux coups, le ministre Kibasa a mis en circulation un timbre postal en l'honneur du héros national Patrice Emery Lumumba. Un motif de joie pour Augustin Kibasa Maliba qui a reçu cette première édition du code postal de la RDC. Nous faisons de pas, mais on ne dormira jamais sous nos lauriers parce que le secteur doit bouger. C'est ce qu'attend de nous le président de la République. Vous savez qu'il compte énormément sur ce secteur pour impacter sur l'économie nationale. Donc nous avons le devoir, chaque jour qui passe, à poser un geste qui va dans la bonne direction. Pour sa part, le DG de la SCPT, Didier Monsete, a rendu un vibrant hommage au président de la République pour sa vision, les PP d'abord, socle du rendez-vous de ces deux événements. Je veux lancer un vibrant appel à tous nos compatriotes. Si quelqu'un veut collectionner le timbre que nous venons de lancer aujourd'hui, ça a un caractère déjà financier, d'ailleurs, il faut savoir, parce que la collection, avec le temps, ça prend de la valeur.
Un pays sans poste est un pays sans administration. Ces codes postales va permettre donc de désigner avec précision les points de distribution des envois des marchandises et d'autres. Une équipe gouvernementale séjourne dans la province de la Chopo. Ces membres du gouvernement sont allés faire l'état des lieux des universités dans cette partie du pays. Yvette Makontima, commentaire. L'engagement du gouvernement de l'Union sacrée consiste entre autres à remettre ses lettres de noblesse à un secteur de la vie nationale favorable au développement du pays, tel l'enseignement supérieur et universitaire. Ce secteur est considéré à plus forte raison comme un des piliers de l'animation de la politique agricole du pays. C'est ainsi que les instituts facultaires de Yangambi et des Bengamisa vont réapprendre bientôt la vie dans leur rôle de laboratoire agricole au terme de leur réhabilitation prochaine. Une équipe gouvernementale séjourne actuellement dans la province de la Chopo pour faire l'état des lieux quant à ce. Il s'agit des ministres de l'enseignement supérieur et universitaire Muhindo Nzangi, de l'agriculture Désiré Nzinga Birihanze et de la recherche scientifique et innovation technologique José Panda Kabang. Nous ne devons pas ignorer les centres de recherche Yangambi pour que demain, à partir de la recherche, à partir de l'agriculture et de l'enseignement supérieur qui les accompagne, nous puissions répondre aux problèmes des Congolais. Il faut absolument que Kisangani soit totalement désenclavé, que Yangambi reprenne la vie, commence à refaire les semences. Parce qu'avec les semences que nous allons devoir arrêter les importations, et que nous allons continuer à produire, à nourrir l'Afrique et le monde. Quelques formations universitaires sont aussi concernées par cette mission dont la finalité est de faire un rapport au gouvernement sur ces établissements de l'enseignement supérieur et universitaire de la Grande Orientale. Nous sommes dans la commune de Limité où l'aménagement de la commune très urbanisée des grandes artères le long du boulevard est au rendez-vous. Mais aussi, il y a une présence, la tracasserie des taxis-motos. Regardez. Et sage-femme de la clinique Alliance formée aux nouvelles techniques sur les consultations prénatales numérisées et la pratique de l'échographie portable. Organisée par la SOA Corporation SRL, cette formation étalée sur 8 jours vise l'amélioration de la prise en charge des femmes enceintes et la prévention des complications liées à la grossesse. On a toujours vu l'échographie, les gros appareils qu'on utilise pour l'échographie. Et plus nous, les sages-femmes, on n'en avait pas accès. J'étais vraiment ravie sur l'échographie numérique qui utilise simple téléphone. On a mis les logiciels. Cette formation attire tant et bénéfique à plus d'un titre. C'est une formation très intéressante dans la mesure où elle permet aux professionnels de santé de pouvoir exercer, notamment pratiquer certains examens comme les consultations prénatales, les échographies, mais de façon numérisée et très très rapide. Ce sont des choses pour lesquelles le pays a énormément besoin, surtout dans les milieux où la médecine moderne a encore du mal à exister. Rappelons que SOA Corporation est une structure de droit japonais, envisage de développer et vulgariser la pratique des consultations prénatales numérisées et de l'échographie portable pour le bien-être de la population congolaise. Vous venez là de suivre les consultations prénatales numérisées et la pratique de l'échographie portable désormais est disponible à la clinique Alliance. Sachez que les motards sont malmenés par les éléments de la police à Lingwala sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre, vers le rond-point Gombe. Même pratique à travers la capitale de Kinshasa, à travers toutes les communes de la capitale de Kinshasa. Renette Kolonga nous en parle. Nous sommes dans la commune de Lingwala, sur l'avenue de la Libération, ex-24 novembre. Les taximens motos sont inquiétés de jour comme de nuit par des éléments de l'ordre non autrement identifiés, tantôt en civil, tantôt en tenue de la police. Cette même pratique observée à travers la ville-province Kinshasa. Quand on nous arrête, il faut payer 200 000 francs, voire même au-delà. Et on ne nous arrête pas à Gombe. C'est beaucoup. C'est mon Ici, nous sommes à Lingwala. Cela devient monnaie courante. C'est chaque jour que nous souffrons. Chaque jour, est-ce que
moto eza partout. Mais il y a aussi de la discrimination dans cette affaire. spécial ou bien Parmi ces taximens moto, il y a des hors-la-loi qui ne respectent nullement les arrêts de stationnement, ce qui provoque des embouteillages monstres aux arrêts de bus. De nous remettre aussi dans la ligne de conduite, puisque la responsabilité lui revient. Nul n'est au-dessus de la loi. La balle revient donc à l'autorité urbaine de restaurer l'ordre pour éviter à la fois les embouteillages et les dérapages entre les paisibles citoyens et les agents de l'ordre public, car ces derniers ont pour mission de protéger la population et c'est bien. Un an déjà depuis sa disparition, la communauté Izipa tout entière s'est souvenue de son géniteur Martin Ekanda. Les cloches ont retenti dans tous les établissements de l'Izipa pour se souvenir de ce grand homme, Séverine Pascal Katonda. Son nom résonne encore dans les milieux scientifiques et sa pensée hante encore les esprits, notamment le grand esprit scientifique. Un an après sa disparition, l'Institut supérieur de l'informatique, programmation et analyse se souvient de son géniteur, Martin Kanda, qui a marqué de son empreinte l'apprentissage de Antique en République démocratique du Congo avec son établissement de renom. Pour ce faire, les extensions de l'Izipa, partout ailleurs, y compris bien entendu les établissements de Kinshasa, ont observé avec beaucoup d'émotion ce jour triste d'anniversaire. Vendredi 16 juillet à 12h, les cloches ont simultanément sonné dans tout le bâtiment de l'Izipa en souvenir de ce génie qui a tout donné pour la communauté scientifique et les personnes vivant avec handicap. Et quand on se souvient de la mort d'une personne qui a été chère, c'est toujours douloureux. Le plus important, c'est l'héritage qu'il a laissé à cette génération qui doit calquer son image. Le PDG Martin Kanda, c'était un personnage qui a connu un parcours atypique. Il a été étudiant à l'université de Kinshasa, à la Polytechnique. Il nous a formés à ses côtés, puisqu'il savait qu'un jour il passerait. Et à la tête des personnes qu'il avait formées, il y a son épouse, Rufine, qui aujourd'hui continue son œuvre. L'œuvre se perpétue, l'innovation technologique reste le créneau de l'Izipa. Réunion du Conseil des ministres, la tradition a été respectée de chaque vendredi. Les membres du gouvernement se sont réunis en vidéoconférence sous la présidence du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Suivez le compte rendu avec le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Compte rendu de la 12e réunion du Conseil de ministres. La 12e réunion du Conseil de ministres du gouvernement de la République a été présidée ce vendredi 16 juillet 2021 par le Premier ministre chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. La communication du Premier ministre chef du gouvernement. 2. Point d'information. 3. Approbation et relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 1. De la communication du Premier ministre chef du gouvernement. La communication du Premier ministre a porté sur 4 points, à savoir 1. De l'approbation du programme du gouvernement avec le Fonds monétaire international. Dans sa communication, le Premier ministre chef du gouvernement a officiellement annoncé aux membres de son équipe l'approbation par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international de l'accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit de 1,52 milliard de dollars américains. Cet accord permet le décaissement immédiat d'environ 216,9 millions de dollars américains pour renforcer les réserves internationales. Cette enveloppe financière soutiendra un programme de réformes structurelles ambitieux visant à promouvoir une croissance économique durable en intensifiant la mobilisation des recettes intérieures
améliorant la gouvernance et renforçant la politique monétaire. Le chef du gouvernement a tenu à saluer ces résultats qui concrétisent l'engagement et la détermination du président de la République, chef de l'État, à reprendre la coopération structurelle avec les institutions internationales qui redonnent la crédibilité à la République démocratique du Congo. Le retour dans ces programmes formels permettra au pays de mobiliser d'autres financements de partenaires bi- et multilatéraux en faveur de nos projets de développement. Le Premier ministre a aussi félicité les membres du gouvernement qui ont été activement impliqués dans les discussions et négociations qui ont conduit à ces résultats. Le deuxième point de la communication du Premier ministre chef du gouvernement a porté sur la situation Covid-19. Le Premier ministre a fait part au Conseil de la baisse progressive et continue des contaminations au coronavirus. Cette tendance à la baisse prouve l'efficacité des mesures qui ont été prises par le président de la République. Elles seront à nouveau renouvelées pour une période de 15 jours en attendant l'évaluation du comité technique de riposte. 3. Des mesures conservatoires contre certains mandataires publics. Le Premier ministre chef du gouvernement a aussi informé le Conseil des ministres de la prise de mesures conservatoires contre certains mandataires publics concernés par de graves constats de mauvaise gestion de certaines entreprises et établissements publics établis dans le rapport de l'Inspection générale de finances, conformément aux directives du président de la République données au gouvernement au cours de la 8e réunion du Conseil des ministres qui s'est tenue le 18 juin dernier à Bunia. Le point 4 de la communication du Premier ministre a porté sur la candidature de la République démocratique du Congo au secrétariat exécutif de la SADC. Le Premier ministre a conclu son propos sur ces dossiers. À la suite des visites qu'il a personnellement rendues à certains chefs d'État de la partie australe du continent pour le soutien de la candidature de la République démocratique du Congo, il a informé le membre du Conseil que prenant le relais, le ministre de l'intégration régionale ainsi que le candidat désigné poursuivent la campagne au sein d'autres pays de la sous-région. Deuxième chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information. 1. État et administration du territoire national. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, a fait l'état de la situation générale du pays. Quelques faits saillants ont été retenus, notamment la signature des accords entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi, au terme de la visite d'État des 48 heures effectuées par le chef de l'État burundais, Évariste Ndayishimiye, sur invitation de son homologue congolais, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette visite d'État cristallise la volonté du président de la République d'harmoniser et de consolider les relations diplomatiques avec tous les pays voisins. C'était le cas il y a quelques jours à Kasindi avec le président ougandais Yoweri Museveni, à Gisenyi puis à Goma avec le président Kagame et cette fois avec le président du Burundi. L'appel à la candidature des membres de la Commission électorale nationale indépendante après la promulgation de la loi sur la CENI portant organisation et fonctionnement de cette institution à la démocratie et le calendrier fixé pour cet effet par le président de l'Assemblée nationale. L'autre point relevé au cours de cet état du territoire national, c'est la poursuite des opérations militaires dans les provinces sous état de siège. Embrayant sur ces chapitres, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait état d'une situation générale qui demeure relativement calme et sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, en dépit de la persistance des poches d'insécurité dans la partie est du pays, notamment dans les provinces où se déroulent les opérations militaires liées à l'état de siège. En province de l'Ituri, l'axe du territoire d'Irumu, autrefois sous menace des ADF et groupes armés, est aujourd'hui sous total contrôle des FARDC. Actuellement, cette zone, y compris la route nationale numéro 4,
sont sécurisés grâce aux opérations militaires. Sous l'autorité de l'administrateur du territoire, des camions de forces armées de la République démocratique du Congo ont acheminé des populations déplacées suite aux hostilités dans leur milieu d'origine. Au Nord Kivu, le bouclage mixte Forces armées de la République démocratique du Congo, Police nationale congolaise, effectué le 12 juillet dernier dans les quartiers ciblés de la ville de Béni, a permis l'interpellation de 24 femmes, 14 militaires et un policier. Des munitions et plusieurs autres effets militaires ont été récupérés. En territoire de Béni, les militaires de la 21e régiment ont multiplié des patrouilles de combat et de reconnaissance dans la région de Sambo-Kochani-Chani où des traces des ADF ont été signalées. 15 kg d'explosifs, dont 153 pièces de pétards et 20 détonateurs, ont été saisis par les militaires au checkpoint de Biakato-Mangina. Dans les territoires de Rutshuru, la traque des groupes armés et forces négatives ont donné les bilans suivants entre le 11 et 12 juillet 2021. 7 combattants Nyatura et APCLS capturés, reddition des 6 FDLR, 80 armes de guerre récupérées, reddition des 2 combattants FDLR-FVP avec leurs armes et munitions respectivement à Tatouigourou et Kiseguru. Évoquant la situation sécuritaire dans la province du Sud Kivu, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait état d'un calme dans les hauts plateaux de Minembwe en territoire de Fizi après des violents affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la coalition de groupes armés Twirwaneho Ngomino déclenchée le 10 juillet 2021. Le ministre de la Défense en a aussi établi les bilans. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a aussi informé le Conseil des ministres de l'achèvement par les génies militaires des travaux de construction de 700 maisons à Goma pour reloger les compatriotes qui ont perdu leur domicile à la suite de l'éruption du Nyiragongo le 22 mai dernier. La construction de 300 maisons restantes s'achèvera le 26 juillet prochain. Intervenant à son tour sur ce chapitre relatif au point de formation, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, a informé le Conseil que la tendance générale de la semaine épidémiologique 27, après la déclaration de l'épidémie de COVID-19 le 10 mars 2020, a été marquée par une baisse de l'incidence de COVID-19 de 14,9% par rapport à la semaine précédente. Ici, le progrès réalisé vaut la peine d'être mentionné parce que les moyennes africaines tournent plutôt autour de 5%. Quant au taux d'occupation des lits de patients COVID-19, Kinshasa a entamé une baisse progressive depuis la fin du mois de juin, contrairement à d'autres provinces. À ces sujets, les efforts du gouvernement sont déployés pour relever les défis de la prise en charge médicale dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo touchées par cette pandémie. En ce qui concerne la vaccination, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a annoncé les prochaines allocations diversifiées des vaccins, dont Pfizer, Sinovac, Johnson & Johnson, etc. Elles se feront de manière progressive dans le cadre de l'initiative COVAX, de la coopération bilatérale et de l'initiative de l'Union africaine. Le point 3 du Conseil des ministres de ce jour concernait l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prises lors de sa 11e réunion tenue le vendredi 9 juillet 2021. Point 4. Examen et adoption des dossiers. Le premier dossier examiné ce jour en Conseil des ministres concernait la mise en œuvre des recommandations de la 5e et la 6e réunion du Conseil des ministres du commerce de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Le ministre du Commerce extérieur a porté à la connaissance du Conseil des ministres les diligences entreprises et à entreprendre, conformément aux recommandations de ces assises ministérielles de la ZLECAf. En ce qui concerne l'état d'avancement des négociations sur les règles d'origine, il a fait état des avancées significatives, mais aussi de positions de compromis
en termes de 60% des valeurs de matières non originaires sur quelques produits. Il a informé le Conseil de ministres de la demande faite par le secrétaire général de la SLECAF au président de la République, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, de s'impliquer personnellement en vue de convaincre les ministres du commerce extérieur des autres pays du continent à privilégier d'abord l'intérêt commun, donnant possibilité à l'opérationnalisation des échanges intra-africains tels que décidés par les chefs d'État et des gouvernements. Le Conseil a également été saisi de la tenue de l'Assemblée générale de l'Union africaine au mois de novembre 2021 en présentiel à Kinshasa afin que le gouvernement s'implique pour la réussite de ce sommet. Quant au démantèlement tarifaire, tel que décidé par le Conseil de ministres de commerce de la SLECAF, la récente tenue de la session de la commission tarifaire a donné lieu à l'approbation du projet du tarif douanier démantelé à la SLECAF, système harmonisé 2017, en vue de l'adapter aux exigences des échanges commerciaux intra-africains. Ce tarif douanier démantelé sera bientôt soumis au gouvernement pour adoption avant qu'il ne soit envoyé à l'Assemblée nationale. Et c'est qu'après que la République démocratique du Congo ait notifié ces listes tarifaires au secrétariat de la SLECAF. En rapport avec la deuxième édition de la foire intra-africaine, IATF, le ministre du Commerce extérieur a informé le Conseil des recommandations faites aux États, notamment la mise en place des comités nationaux d'organisation de l'édition 2021, la mobilisation des acteurs du secteur public et privé, la soumission des listes d'opportunités prioritaires en matière de commerce et d'investissement, l'inscription de la dite foire comme un élément permanent dans le calendrier des événements clés, des promotions du commerce et de l'investissement de chaque pays. À cet effet, un dossier en préparation est à soumettre au ministre du Budget et des Finances à l'effet de la participation de la RDC à cette deuxième édition de la foire intra-africaine. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Le deuxième dossier adopté ces jours a été présenté par le ministre des Sports et Loisirs. Il portait sur l'état des lieux des stades nationaux et projections. Il en ressort que la République démocratique du Congo connaît des difficultés énormes dans la pratique des sports à cause du manque d'infrastructures modernes et adaptées. Présentant le projet de rénovation et de modernisation de ces infrastructures sportives, l'action du ministère des Sports se focalise autour de 7 enceintes sportives suivantes. 1. Stade des Martyrs de la Pentecôte, Kinshasa. Stade Lumumba, Matadi, Congo central. Stade de Kalemi, Tanganyika. Stade Kibasa Maliba, Lubumbashi au Katanga. Stade Lumumba, Kisangani Chopo. Stade de l'Unité, Goma Nord Kivu. Stade Kachala Bonjola, Mujimai Kassa Oriental. Le ministre des Sports et Loisirs a indiqué que plusieurs éléments ou critères entrent en ligne de compte dans le choix de ces stades, présentant tous des similitudes en termes de problèmes. Ils y vont notamment la nécessité de viabiliser certains sites qui accueillent des matchs nationaux et internationaux de haut niveau et à l'exigence de parer à l'absence d'infrastructures dans une zone de développement du sport congolais. Les estimations des experts indiquent un coût pour la rénovation et la remise à niveau de chacun de ces 7 stades nationaux variant entre 3 millions et 8 millions de dollars américains. À côté de ces ouvrages existants qui nécessitent une modernisation et ou une réhabilitation, il en existe d'autres dans des coins de la République qui demandent la construction des stades sur des sites nouveaux ou sur des anciennes infrastructures sportives, cas des villes de Chikapa, Anga, Lodja, Mbanzangungu et Mbandaka. Sur tous les stades à réaménager et à construire, le ministre des Sports a insisté sur la nécessité d'une nette collaboration avec le service de la Société nationale de l'électricité pour garantir une bonne électrification de ces sites, car le courant électrique contribue largement à la fiabilité, à l'entretien et à la sécurité des infrastructures sportives. Après débat et délibération,
Ce dossier a été adopté. Commencé à 10h47, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 13h55. Je vous remercie. Et puis, cette série de désignations à titre intérimaire des nouveaux mandataires dans les entreprises du portefeuille de l'État, à la Société commerciale des transports et des ports SCTP, Jean Masumbuko, nommé directeur général, vient de remplacer Franklin Mabaya, suspendu. Jean-Pierre Bambi, nommé directeur général adjoint, remplace Gabin Loulou, suspendu. José Makila Soumanda, président du conseil d'administration, est également suspendu. Et à la société Congo Airways, Désiré Balazir vient d'être suspendu de ses fonctions du directeur général. Il est remplacé par Pascal Kassongo-Mwema et Jean-Claude Moubenga Chamala, nommé directeur général adjoint. La présidente du conseil d'administration, Louise Mayuma Kassende, est également suspendue de ses fonctions. Tous ces arrêtés portent la signature de la ministre d'État, ministre du portefeuille, Adèle Kainda Maïna. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h Robert Ndaïti Grand. Ce sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h sur la RTNC, la chaîne nationale. Au revoir et très bonne suite de programme sur nos antennes.